Oui, mais je fais assez souvent des blagues. C'est pas des blagues, ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Light to Me, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été et que vous profitez des Jeux Olympiques, que ce soit à Paris, en province ou à l'étranger. Aujourd'hui, je vais vous proposer une série de vidéos qui seront dédiées aux mensonges et on va commencer avec celle de l'analyse de Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin est un spécialiste des serial killers, des tueurs en série. Il écrit, il fait des interviews depuis une quarantaine d'années sur ce sujet et il a fini par avouer que beaucoup de ces histoires, beaucoup des récits qu'il nous a relatés, que ce soit dans les livres ou dans les différents entretiens, étaient des mensonges. Donc nous allons ici étudier, décrypter ce qui est de l'ordre de la manipulation, du mensonge, lié à des éléments d'explication du récit, mais aussi évidemment d'items du comportement. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Mettez-moi vos avis bien sûr en commentaire à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Ça a été difficile à avouer. Nous allons observer ici deux items. Tout d'abord, la première chose qui est intéressante à voir, c'est la baseline, c'est-à-dire la posture, le comportement normal d'une personne dans l'interaction, la manière dont elle va se positionner sans signe particulier. Ici, on constate que Stéphane Bourgoin est assis plutôt en arrière à gauche, le bras droit est positionné sur l'accoudoir, le bras gauche, lui, a le coude posé avec la main qui revient très légèrement sur le visage. C'est sa posture normale, il va s'exprimer de manière normale dans l'entretien de cette manière-là. On peut observer ici aussi le regard, on lui pose une question, est-ce que ça a été difficile d'avouer? On voit le regard qui est porté plutôt dans le vide du côté gauche. Il y a une notion ici, je pense, de réflexion et d'introspection par rapport à la question. En fait, non, ça n'a pas été difficile à avouer. Et je vivais aux États-Unis. Donc tu as vraiment vécu aux États-Unis? Tu as vraiment vécu aux États-Unis. On peut constater ici un mouvement de tête, une sorte de nod de la tête. On part ici sur un axe rotatif qui part très fortement sur le côté gauche, comme pour vraiment affirmer quelque chose. On pense souvent que c'est un nod de la tête. Là, ici, mais c'est vraiment pas possible. Évidemment, j'ai vécu aux États-Unis. Il est peut-être même un peu étonné qu'on lui pose la question. Donc, il appuie son discours par le fait de faire ce mouvement de tête rotatif sur la gauche. Ah, j'ai vraiment vécu aux États-Unis. Mon quartier général, c'était 155 Est 55e rue, appartement 11H, chez mon grand copain, un réalisateur qui s'appelait, puisqu'il est décédé il y a quelques années, Beau Buchanan. Là ici, ce qui m'interpelle un petit peu plus, c'est l'ajout de détails, énormément de détails. Il donne le numéro de l'appartement, il apporte énormément d'informations alors que ça ne lui est pas forcément demandé. Ça m'interpelle, le débit de voix, lui, est plutôt bas, il ralentit un petit peu le nombre de mots. Ça m'interpelle, je pense qu'il a vécu aux États-Unis, mais qu'il a peut-être tendance à rajouter aussi certains éléments. L'ajout de détails dans un récit est parfois synonyme de manipulation. Donc cette petite amie, comme tu le sais, ça coûte très cher de financer des études aux États-Unis, c'est pas gratuit comme chez nous. Et donc spontanément, je lui avais proposé de l'argent pour financer ses études. Et je reste en contact avec elle, j'essaye de la joindre au téléphone, ça ne répond jamais. Et lorsque je me rends sur son lieu de travail, j'apprends qu'elle a été assassinée et peu de temps après, son assassin a été arrêté. Là, il décrit donc sa relation avec cette petite amie qu'il avait dit être sa compagne et c'est la raison pour laquelle il a démarré cette passion entre guillemets pour les serial killers. On va constater qu'il va s'exprimer avec des gestes mi-conscients, notamment ses deux mains croisées comme ceci, ses doigts entrelacés avec les pouces qui sont relevés, ce qui peut indiquer une certaine tension, une certaine protection aussi, une certaine barrière par rapport à la personne qui est en face. Ce qu'on peut aussi
aussi observé, c'est qu'au moment où il parle de ce serial killer qui a assassiné sa compagne, sa petite amie, il y a un mouvement de recul, il se met en arrière avec cette tête en axe sagittal inférieur et le regard qui se porte vers le haut. On voit qu'à un moment où il prononce cette phrase, il se met en arrière, gauche, ce qui est plutôt quand même, lorsqu'on change de posture de cette manière-là, synonyme un petit peu de fuite par rapport à la situation. Et aussi on voit l'intonation de voix qui est liée par rapport à l'axe de tête, mais ça m'interpelle, le changement de posture à ce moment-là m'interpelle. Il ne va d'ailleurs pas citer le nom de ce tueur, alors que logiquement, dans tout son récit, il apporte énormément de détails, il a une très bonne mémoire par rapport aux éléments de ces différentes histoires, et là, il ne cite pas le nom de ce tueur, ce qui me paraît plutôt étonnant. Et c'est toujours un tueur en série. C'est vrai que je me suis laissé aller à ce besoin qu'on m'aime. Je me suis laissé aller à ce besoin qu'on m'aime. Ce qui m'interpelle ici, c'est qu'il va effectuer ce mouvement de l'intérieur vers lui, vers l'extérieur. C'est-à-dire, je donne et j'apporte à l'extérieur. Logiquement, par rapport à la phrase qu'on m'aime, c'est plutôt faire venir de l'extérieur à soi. Donc le geste, pour moi, logique aurait été comme ceci. Ici, il le fait comme cela. Il le met de lui vers l'extérieur. Ce qui indique pour moi qu'il a besoin d'être aimé, bien évidemment, mais qu'il a besoin lui aussi de donner aux autres, de beaucoup donner aux autres. Encore une fois, ce geste mi-conscient est fait de l'intérieur de lui vers l'extérieur. Et qu'on m'accepte peut-être encore plus que ce que j'étais moi-même en vérité. Là, il décrit, je garde cet arrêt et cette explication, il a besoin d'être accepté, il va expliquer que c'est un syndrome de l'imposteur. Pour moi, ça n'est pas ça, c'est plutôt un syndrome d'infériorité par rapport aux autres. Il a besoin qu'on l'aime, il a besoin de prouver qu'il est à la hauteur, et c'est certainement la source de tous ces mensonges et de toutes ces manipulations. Il l'explique très sincèrement ici. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit peut-être que personne ne le verra jamais? J'aurais pu nier. Mais j'ai choisi de dire la vérité. Ça m'a soulagé. Ça t'a fait du bien, ouais. Oui, parce que c'était quand même un poids qui me pesait, même si certains des mensonges peuvent plutôt être considérés, pour ma part, comme des exagérations. Par exemple, je dis que j'ai suivi des formations au FBI, à Quantico, c'est faux. Non, je n'ai pas été formé. C'est là où tu dépassais un peu la limite. Voilà. Là, c'est très intéressant. Il y a une notion, il nie un petit peu les mensonges parce qu'il dit que c'est plutôt de l'ordre de la manipulation, de l'exagération, pardon. Et là, d'ailleurs, il se positionne, on le voit sur l'arrêt, dans sa baseline. Le bras droit est posé avec quand même une fixation au niveau de l'accoudoir et le bras gauche est accoudé sur l'accoudoir lui aussi, la position qu'on a pu observer au début. Mais il nie le fait que c'est un mensonge, alors que pourtant il explique parfaitement ici qu'il a indiqué être formé à Quantico, qui est le lieu célèbre aux États-Unis pour le profiling, qu'on peut voir dans différentes séries américaines notamment. Il n'a jamais été formé, il ne forme jamais d'étrangers aux techniques de profilage, ils peuvent assister à certains entretiens, ce qui a été son cas, mais c'est un mensonge, clairement. Mais là, on voit qu'il a une certaine manière de mettre à distance et de dire non, c'est plus de l'exagération. Non, ça n'est pas de l'exagération, c'est réellement un mensonge. Donc il accepte assez peu encore au moment de cette interview qu'il a pu vraiment mentir sur certains éléments. J'ai exagéré lors de mes conférences. Tu m'as mytho aussi. Tu m'avais dit que Mindhunter, en fait, c'était ton histoire. Oui, non, je t'en veux pas, c'est la vie. Eh oui, oui, tu m'avais dit, tiens, c'est moi ils ont remis dans une série américaine, etc. Tu verras dans quelques mois. Et j'avais regardé. Non, dans la série américaine, ils ont repris, en fait, un certain nombre de mes entretiens. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a tellement menti
Stéphane Bourgoin, malheureusement, c'est qu'il ne se souvient pas réellement de ce qu'il a pu dire de vrai et de ce qu'il a pu inventer. Il a réellement interviewé Ed Kemper, on va le voir par la suite, je vais vous même mettre certains extraits de cette interview, et effectivement, dans la série Mindhunter, ils ont repris ce modèle d'entretien avec les serial killers, et ils ont pu peut-être un petit peu s'inspirer de cette, encore une fois, de ces interviews. Donc ça, il a pu le dire, et je pense que c'est la vérité. Par contre, évidemment, la série Mindhunter n'est pas issue de sa propre histoire. Il a tellement mixé la vérité, l'exagération, le mensonge, qu'il ne sait plus très bien où se positionner. Il dit oui, c'est un mensonge, mais non, finalement, oui, se sont inspirés de mes entretiens. Donc, il est un petit peu perdu dans le fil de toutes ces années, malheureusement, de vérité et de mensonge. Le seul tueur qui m'a quelque peu... Ce qui est intéressant ici, c'est le cadran du regard. On voit le regard qui est porté en supérieur, vers le haut à droite. Et là, pour moi, c'est un cadran du regard qui fait appel plutôt à la mémoire. Il réfléchit, il va dire que le serial killer qui l'a impressionné, c'est Ed Kemper à nouveau. Et on voit encore une fois le regard en haut à droite. Donc on peut lire, en tout cas interpréter ici l'orientation du regard vers de la mémoire. Intimidé, c'est Ed Kemper. Quand je lui posais des questions sur le meurtre de sa mère, de sa propre mère, il se penchait par-dessus la table qui nous séparait. Imaginez quelqu'un qui mesure 2,15 m et moi 1,80 m. On était séparés par une petite table comme ça. Et il mettait quasiment son nez contre le mien et de sa voix caverneuse, en me fixant droit dans les yeux, il me disait « Stéphane, can you repeat the question? Stéphane, peux-tu me répéter la question? » Bon, ici, il nous décrit cette situation d'entretien avec Ed Kemper qui s'est donc réellement passé, comme vous le voyez sur les extraits que je vous ai indiqués ici. On voit qu'il se positionne en avant pour raconter son histoire. C'est assez intéressant. Pour moi, ici, il est encore une fois dans le récit. Il utilise des gestes mi-conscients pour pouvoir s'exprimer. On voit ici qu'il est dans un comportement normal et qu'il n'y a pas, à mon sens, de manipulation ou de mensonge. C'était le style d'Ed Kemper. Un petit détail, il indique qu'il fait 2,15 m, il fait 2,04 m, il ne fait pas réellement 2,15 m. Je ne vois pas, j'ai visionné l'entretien avec Ed Kemper et on ne voit pas ça, on ne voit pas qu'il se penche pour dire « Can you repeat the question ?» mais ça pouvait être le style d'Ed Kemper pour être d'impressionner un petit peu les personnes avec lesquelles il s'entretenait. Et à un moment donné, tu sais que tu étais footballeur professionnel, tu m'avais dit ça au QG. Oui, mais là, c'était une blague. Tu m'as dit que tu étais footballeur, tu m'avais donné même des détails. Oui, oui. Tu m'avais dit au Red Star, Saint-Ouen, tu avais joué... C'était des détails, il a inventé donc une carrière de footballeur. Ce qu'on peut observer ici sur Guillaume Play, c'est cet autocontact avec l'index au niveau du nez. Ici, c'est une notion d'image de soi, la zone du nez. Ici, ça ne sent pas bon. Et quand on se touche le nez de cette manière-là, c'est qu'on est impacté au niveau de son image. Et ici, il explique qu'on lui a menti pendant d'ailleurs trois entretiens, 3 interviews différentes. Il se sent un peu trahi, un petit peu même ridicule. Et l'autocontact illustre cet item émotionnel. Contre Platini, j'avais noté, à l'Est Saint-Étienne, etc. Oui, mais je fais assez souvent des blagues. C'est pas des blagues, ça. Si Oui. je peux me permettre. C'est pas des... Je fais assez souvent des blagues, donc on va observer qu'il a les mains écartées de cette manière-là. Il va le faire à plusieurs reprises, on va le voir sur la fin de cette analyse, où il va répéter que j'aime faire des blagues, c'était une blague. À nouveau, il va le refaire. Ce qu'on peut observer, c'est aussi le regard de Guillaume Play, avec cet axe sagittal et le regard qui part vers le haut, un petit peu un regard paternaliste, un petit peu le papa qui dit « Attends, c'était des mensonges, c'est pas sympa ce que tu me
me fait avec ce regard, encore une fois, observateur, un petit peu inquisiteur d'une certaine manière, c'est un peu fort mais c'est le cas. Et puis là, quand on lui dit c'est un mensonge, on peut observer à nouveau le cadran du regard. Ici, le cadran du regard n'est pas porté en haut à droite par rapport à la mémoire qu'on a pu peut-être interpréter précédemment. Ici, le regard est porté plutôt en haut à gauche. Donc là, c'est une notion de réflexion, c'est une notion de peut-être de concentration avec la tête qui part. Il y a une notion de je mets à distance, je suis pas très d'accord, c'était une blague, faut pas prendre ça sérieusement. Donc le regard ici est différent, l'interprétation du regard, de l'orientation du regard est différente que celui dont nous avons parlé précédemment. Quand ça dure des années, tu m'as dit ça sur 3 émissions, moi les 3 Oui, émissions, oui. Une blague qui dure 20 ans, c'est pas une blague. Une blague qui dure 20 ans, c'est pas une blague. Assez intéressant à observer la main de Guillaume Pley, la main droite qui se positionne en opposition. Arrête, attention, c'est un mensonge. Ce qu'on peut observer à nouveau, c'est un mouvement au niveau de Stéphane Bourgoin de la tête, orienté avec le regard orienté sur le côté gauche. Donc il y a une notion, encore une fois, à mon sens, de rejet, avec ses mains associées, doigts croisés, doigts entrelacés, croisés et les pouces vers le haut. Certaines tensions, certaines protections. 2015, tu t'es promis dans une conférence, tu proposes de donner des morceaux de Gérard Schaeffer, un serial killer, en cas d'achat de ton livre. Et tu racontais qu'on t'avait confié son corps par la famille, parce qu'ils n'en voulaient pas. Et la conférence, donc comme ça, tu vendais des livres, tu disais que tu donnais un bout de corps le jour de la conférence, et hop, la conférence s'annulait. Ça, c'était des mensonges aussi. Ah oui, Il faut faire se dire les choses. mais ça c'était une grosse blague, hein. À nouveau, c'était une grosse blague, les mains sont écartées, la tête est légèrement baissée, exactement le même item qu'on a pu observer juste avant. Ce qu'on peut voir, c'est que il rigole, il se marre en fait, quand il lui dit on va offrir des bouts de corps, il y a un moment, je vais vous le mettre, je vais vous pas l'arrêter, mais je vais vous le mettre sur la vidéo, il baisse la tête et il rigole. Il a un côté infantile d'une certaine manière, il se marre à faire des blagues, à inventer des choses aussi dans ses différents récits. Il prend du plaisir à inventer comme un enfant d'une certaine manière. Il y a quand même aussi un côté un petit peu manipulateur, comme c'est expliqué. On faisait venir du monde à une conférence en promettant d'offrir des morceaux de corps d'un serial killer pour finalement vendre des livres et annuler cette conférence. Donc il y a le plaisir de duper et un peu de duping delight qu'on peut voir peut-être un peu dans le sourire d'ailleurs, et aussi une certaine manipulation commerciale derrière. Est-ce que tu as déjà cru à tes mensonges? Est-ce que parfois tu racontais tellement ça qu'au bout d'un moment ça devenait ta réalité? Est-ce que c'est le cas? Ou tu savais que là Non, où... ça n'a jamais été le cas, hein. Très bonne question de Guillaume Pley. Un mythomane, les personnes qui sont mythomaniaques finissent par croire à leurs propres mensonges. C'est d'ailleurs la meilleure manière de mentir, c'est de croire à son propre mensonge. C'est d'ailleurs une des répliques du bureau des légendes. Ce qu'on va observer, c'est qu'il dit non, mais malgré tout, il y a une certaine réflexion. Il prend un certain temps quand même pour réfléchir, et on observe à nouveau, comme sur les items liés à c'était une blague, les bras avec les mains sont ouvertes, les bras sont écartés. Ici, il nous explique ne jamais avoir cru à ces mensonges. J'ai quelques doutes malgré tout liés à ce temps de réflexion. On peut réfléchir bien évidemment, mais j'ai quelques doutes quand même. Je pense qu'il a cru sur certains éléments, il a cru à ses propres mensonges. C'est plus le syndrome de l'imposteur que de la mythomanie? C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense qu'il aurait toujours pu faire beaucoup mieux, qui a besoin qu'on l'aime pour ce qu'il a fait et qui va inventer des choses justement pour qu'on l'aime encore plus. Alors là, je suis navré, mais pour moi, ça n'est pas le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est de l'imposture. C'est être convaincu que nous n'avons pas les compétences pour faire une tâche, pour remplir une action, pour remplir une tâche. Donc, le syndrome de l'imposteur se manifeste par un manque de confiance en soi très fort, par parfois de la procrastination. On a tendance à décaler, à mettre à plus tard ce que l'on doit faire et ne jamais s'estimer être assez compétent
compétent, capable de remplir une tâche. Donc c'est quelque chose d'extrêmement anxiogène, mais il n'y a pas dans le syndrome de l'imposteur un désir d'être apprécié par les autres. C'est plutôt un désir d'être apprécié par soi-même. C'est un manque d'estime et de confiance en soi assez fort. Je vais vous reprendre à l'écran les différents points importants qui sont liés à la définition du syndrome de l'imposteur.